forcément c'est un peu plus délicat à analyser. Pour ce qui est des valorisations des sociétés industrielles, oui, si vous voulez, le monde ne change jamais et les boîtes européennes sont bien mieux gérées que les États européens. Et la capacité de toutes ces boîtes européennes qui font souvent 40% de leurs profits sur les émergents à dégager 12-15% de rentabilité avec des capitaux investis est toujours là, ça n'a pas changé. Sur les financières, ça dépend de quoi on parle. Si on fait référence à l'époque où il fallait les acheter 2,5 fois leur valeur d'actifs, c'est-à-dire il y a 4 ans, parce qu'à l'époque, rappelez-vous, on vous expliquait qu'une banque, ça gagne 25% de rentabilité pour Europe et qu'il n'y a plus de risque. Non, on ne retrouvera pas ça. Mais c'était débile. La réalité, c'est qu'une banque, et c'est déjà le cas de BNP, ça peut gagner 12% de rentabilité capitalistique. Il n'y a pas de raison de la payer sous sa valeur d'actifs. Le problème qu'on a actuellement spécifiquement sur le secteur bancaire, c'est que la valeur d'actifs, selon le prix que vous mettez à la dette italienne et à la valeur espagnole, c'est pas la même. Forcément, c'est un exercice délicat. Ça s'appelle les situations de crise. Mais je ne crois pas qu'il faille changer de critères, parce que c'est en gros jamais vrai. Il ne faut surtout pas changer de critères quand on est au fond d'un trou, parce que là on fait des bêtises. Mais ça dépend, quand on parle de retour à la moyenne, ça dépend de quoi, ça dépend de ce qu'on regarde. Il faut regarder une vraie moyenne et pas des plus hauts conjoncturels comme on a pu les avoir il y a 4 ans. Philippe Lecoq, je reviens sur ma question sur les marchés. La zone euro était morte? Non, elle n'est pas morte, elle est malade, à l'évidence. En fait, on a un gros problème, hein, parce qu'on n'a pas de croissance et on n'a pas de visibilité. Pas de croissance parce qu'on est dans un processus de désendettement, hein, à la fois des banques et des États, donc ça veut dire moins de dépenses publiques, plus d'impôts, et des banques qui financent moins l'économie. Et pas de visibilité parce que la réponse à cette crise de la zone euro, qui est surtout institutionnelle aujourd'hui, il faut le rappeler, elle dépend avant tout des politiques et des régulateurs. Donc par définition, elle est à peu près imprévisible. Cependant, il y a quand même des poches d'investissement dans la zone euro qui, à notre avis, méritent d'être regardées. Enfin, la thématique du dividende, par exemple, reprend un peu d'intérêt. Mais pour le secteur bancaire, enfin, j'ai peur qu'il ne soit pas en mesure aujourd'hui, justement, de répondre à cette double recherche de croissance et de visibilité, parce que c'est ce qui fait cruellement défaut aujourd'hui. Marc Renaud. Si vous permettez, Jean-François, j'aimerais me poser à moi-même, est-ce que la zone euro est morte? Parce que, en fait, c'est normal, dans les crises, elle assimile tout. En fait, la zone européenne est une zone extrêmement riche. C'est juste des privilégiés qui n'arrivent pas à renoncer à leurs privilèges. Mais c'est l'Italie et la France, pas la Grèce. On a plus d'actifs que de dettes. C'est simplement des pays qui sont éventuellement mal gérés, qui ont du mal à renoncer à des pratiques qui ne sont pas efficaces. Mais l'Italie, c'est pas la Grèce. Donc nous sommes une zone encore excessivement riche. On est éventuellement une zone mal gérée. Mais l'Europe n'est pas foutue. Et les bourses européennes, je vous le disais, les entreprises européennes sont bien mieux gérées que les États. Par ailleurs, sur des valorisations extrêmement basses. On est dans une phase extrêmement délicate, mais c'est pas fini, certainement pas. Éric Lecoz, la zone euro, Édouard Carmignac va perdre son meilleur ennemi, Jean-Claude Trichet qui va quitter ses fonctions à la tête de la BCE. Mais oui, quelle déception. Enfin, il ne nous a pas déçus, on remarque, effectivement, il n'a rien fait une fois de plus. Je reviens sur ce que disait Marc et tout le monde autour de la table. Je crois qu'on est au cœur. Notre métier, c'est quoi? C'est effectivement de regarder en permanence ces valorisations et de sélectionner les bons chevaux, d'avoir la bonne vision, des bonnes thématiques. Mais à un moment donné, c'est de prendre en compte dans quel mode nous opérons. Si le marché à court terme est en mode aversion au risque absolu, en mode crise, en mode contraction de la liquidité, eh bien c'est de notre devoir d'actionner, pour nous, gestionnaires, le mode préservation du capital. Autrement dit, il y a la moitié de notre métier qui est de trouver les bonnes valeurs à moyen terme, les bonnes thématiques, et l'autre moitié, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire, qui est d'agir sur ce curseur pour essayer de traverser les périodes les plus délicates, comme celle de l'été, en souffrant le moins possible. Et ça, c'est une partie importante du métier. Et dans ce mode-là, la valorisation, pendant un certain temps, on l'occulte. C'est-à-dire qu'on regarde passer le train et puis on essaye de se mettre aux abris. D'accord? Et puis, bien entendu, il y a un moment où on est rattrapé par la réalité, et Marc a raison. Quand ça devient stupide comme valorisation, hein, et bien là, tout à coup, c'est la goutte d'eau, le marché se retourne, même si c'est temporaire, ça fait du bien quand même à tout le monde. Alors, on regardait les différents thèmes qu'il peut y avoir d'investissement. Philippe Lecoq, il y a quelques instants, parlait du rendement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un bon critère, le rendement, pour choisir une boîte? Parce que finalement, Philippe, il y a quand même eu beaucoup de déceptions pour des actionnaires individuels qui ont misé le rendement en jouant les plus gros rendements de la Bourse de Paris. Vivendi fait une mauvaise perf.
France Télécom fait de mauvaises perfs. On a l'impression que là où il y a du rendement, il n'y a plus de croissance. Oui, c'est vrai, il y a eu quelques pièges, on va dire. Vous pensiez faire une bonne affaire en achetant une action à 7% de rendement, et puis aujourd'hui elle en offre 10 ou 11, donc vous avez perdu sur votre capital. Maintenant, le dividende, c'est quand même une variable nettement moins volatile que le bénéfice. En cas de crise ou de ralentissement, les entreprises coupent d'abord les investissements avant de couper les dividendes. Donc vous avez là-dessus moins de volatilité, plus de visibilité. Et puis comme on s'attend quand même à quelques années de faible croissance bénéficiaire, de performances boursières qui seront sans doute moyennes, eh bien la part du dividende dans cette performance boursière sera plus importante que par le passé. Ça mérite de regarder des actions, des entreprises solides, encore une fois, qui sont autosuffisantes sur le plan financier, ça c'est très, très important. Donc, avec une grande capacité donc, à renouveler leurs dividendes et ne pas avoir à faire appel au marché pour financer leur développement. Romain Baucher, le dividende, c'est un thème pour vous? Plus qu'un thème, c'est un indicateur sous-jacent séculaire. Quand vous regardez les évolutions de très long terme des marchés boursiers, ils sont censés, d'une part, vous protéger contre l'inflation, et ils le font d'ailleurs assez bien quand l'inflation dérape, donc c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Et une fois retirée cette inflation, plus de la moitié du rendement final vient du dividende. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre ça de vue. Investir en actions, ce n'est pas uniquement pour la plus-value, c'est aussi pour le rendement. Et regarder les rendements de longue période, le dividende procure souvent près de la moitié du retour sur investissement global, donc il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Mais c'est bien le rendement global qu'il faut regarder, parce que si vous regardez le seul dividende, quand il est très élevé, en général, il correspond à des entreprises qui n'ont souvent plus de croissance. Donc un rendement extrême est souvent suspect et peut-être un piège. Je cherche des thèmes d'investissement. Marc Renaud, je reviens vers vous. Vous me dites que les valos ne veulent rien dire. Si, vous me l'avez dit. Je l'ai compris dans vos propos. Donc, ok, une valo qui ne veut rien dire, les financiers, ça passe pendant un certain temps. En revanche, est-ce que le fait que les valorisations soient à la casse, ça ne va pas exciter certains industriels en se disant, mais faible croissance, des concurrents qui valent pas cher, c'est le moment de faire ses emplettes? Au risque de vous décevoir, non. Tant qu'on ne sera pas rassuré sur le contexte macroéconomique. Faire une fusion, c'est un exercice délicat dont on sait qu'il est parfois raté. Et quand déjà on a des soucis à gérer sa propre croissance, on ne se rajoute pas une fusion en même temps. Parce que il y a des gens qui ont très bien réussi leur fusion. Oui, oui, bien sûr, mais les OPA, c'est ça le paradoxe, ça n'arrive jamais en bas de cycle, parce que ça n'arrive jamais quand c'est au plus bas, parce que c'est des périodes où on a peur de faire ça. Par contre, quand on sera rassuré sur le contexte macroéconomique, oui, les valorisations deviendront une envie. Alors, il y en a quelques-unes, il y en a eu en début d'année parce que le contexte est meilleur, il y en aura quelques-unes. Mais pour qu'il y ait vraiment un gros cycle de fusion-acquisition, il faut qu'on soit rassuré sur le conjoncture économique. Ça reviendra après. Christian Rimbaud, votre sentiment sur le sujet? Oui, tout à fait. Oui. Par contre, je crois que la crise va provoquer effectivement un certain nombre d'opérations qu'elle va amener par elle-même. C'est-à-dire que c'est plus du côté de l'offre, si vous voulez, que du côté de la demande d'opéra que ça va se produire. Acquérir son concurrent, il va y avoir beaucoup d'hésitation, et par contre, il va y avoir des concurrents qui vont d'eux-mêmes, probablement, je dirais, s'offrir au marché. Donc, il me semble que dans une circonstance difficile, où il y aura des problèmes de liquidité, où il n'y aura pas des problèmes simplement de trésorerie, il va y avoir des occasions qui vont se produire. Mais par contre, le financement est un peu compliqué. La dilution aujourd'hui sur des niveaux de cours un peu élevés, si c'est fait en action, sera un peu compliqué aussi. Donc je pense que ça sera encore une fois plus des offres d'entreprises en difficulté que de la demande réellement des entreprises les plus solides. Elles laisseront venir à elles des situations, à mon avis, plus fragiles. Éric Lepose. Pour rebondir sur ce que dit Christian, on commence à voir, ça me paraît intéressant, un secteur où les valorisations redeviennent très attrayantes et qui suscite déjà un regain d'opérations de fusion-acquisition, c'est les matières premières. On a vu là quelques opérations s'annoncer entre Canadiens, enfin des mines plus ou moins nord-américaines, africaines ou même des levées d'options sur des mines chiliennes. Et c'est assez intéressant. Il me semble que là, voilà un secteur où devant nous, on a quand même une croissance séculaire de la demande, c'est-à-dire de très long terme, qui provient des économies émergentes, évidemment, et des niveaux de valorisation qui, alors là, prennent en compte une récession majeure. Alors, justement, la transition est tout trouvée parce que je voulais qu'on parle justement des matières premières. Déjà, expliquez-nous, comment se fait-il que l'or qui s'était mis à flamber, enfin qui flambe depuis déjà longtemps, puisque ça fait 10 ans qu'il flambe, 1900 € l'once, et puis comme ça, en 2 jours, pom pom pom, moins 20%,
On se retrouve aux alentours ensuite de 1700. Que s'est-il passé? C'est évidemment des marchés qui ont une composante spéculative. N'oublions pas qu'on a démarré l'année à 1400 et qu'on est à 1700, ce qu'on ne fait pas le pire des actifs depuis le début de l'année. Vous me l'accorderez, en dépit de cette correction. Tant pis pour ceux qui ont acheté au mois de juillet, il me semble que là, on avait eu d'ailleurs cette flambée, cette dernière flambée, si je puis dire, de l'été, ne s'était pas accompagnée par un mouvement identique des mines aurifères, c'est-à-dire des actions des sociétés sur lesquelles nous sommes investis. Et par conséquent, là, on gomme un petit peu cet effet ETF ou bulle. Ce qui est intéressant, c'est que, et ça revient à la question précédente du rendement, une grosse société minière, Newmont, une des principales au monde d'ailleurs, pour concurrencer un petit peu la présence de ces ETF, qui sont juste des indices sur le... Donc ces ETF, ce qu'on appelle aussi des trackers, c'est-à-dire ce sont des fonds indiciels qui répliquent le métal. Eh bien, Newmont vient d'annoncer une politique assez agressive de distribution de dividendes. C'est-à-dire qu'à 1600 $, ils vont distribuer un rendement de 3%. Si on passe à une moyenne de 1900 $, eh bien, ça va monter de 30%, c'est-à-dire que ce sera 4% le rendement du dividende, etc. etc. Et donc, clairement, les entreprises veulent, là, restaurer un petit peu, vis-à-vis du public, leur image et montrer le bien fondé qu'il y a à investir dans une société minière plutôt que directement dans la matière première. Romain Boucher, quel sentiment sur la matière première? Tout d'abord, une petite remarque sur l'or. L'or a un charme et une limite. Son charme, c'est qu'il n'est intégré dans quasiment aucun composant économique. Donc, quelque part, il peut flamber sans déranger quasiment personne. Mais sa limite, c'est que c'est aussi un instrument un peu spéculatif et avec un marché assez étroit. Donc il ne faut pas, effectivement, je pense qu'il faut bien mettre de côté l'or par rapport aux autres matières premières qui, elles, rentrent dans la vie économique, que ce soit le pétrole, que ce soit les minerais, les métaux ou autres. Si l'on vient à cette deuxième composante, c'est-à-dire les minerais, les métaux, le pétrole, il y a un point intéressant, c'est que, comme on l'a dit, on ne peut pas être certain sur la vie, on ne peut pas être certain quant à la perspective. En revanche, on doit, comme cela a été dit, garder nos repères et savoir saisir des opportunités d'arbitrage. Aujourd'hui, le prix du pétrole, le prix des minerais, le prix des métaux n'a pas franchement violemment baissé. En revanche, de nombreux acteurs qui ont des réserves via des mines, via des puits, sur ces actifs-là, eux ont vu leur valorisation s'effondrer. Donc là, aujourd'hui, je n'ai pas de certitude sur le prix du baril demain, je n'ai pas de certitude sur le prix de l'acier ou le prix même de l'or. En revanche, ce que je vois, c'est que dans les cours des sociétés minières, des sociétés pétrolières, nous sommes sur des hypothèses qui sont très éloignées des prix actuels de l'actif. Donc j'ai envie aujourd'hui d'acheter ces entreprises-là, car elles sont très décotées. Donc deux choses l'une, soit je gagnerai peu d'argent parce que finalement elles ont anticipé une baisse à venir de l'essence, ainsi de suite, soit je vais gagner beaucoup d'argent si c'est l'inverse. Super. Je regarde ma montre, donc on a déjà dépassé le timing, donc je vais tenter de le respecter. On va conclure. Je vais vous donner la parole à chacun, et puis vous allez me faire une synthèse de 2 recommandations dans cet environnement troublé. Marc, vous commencez? Encore une fois, moi je le fais en n'ayant pas une gestion sur toutes les classes d'actifs. Le seul conseil que j'ai envie de donner, c'est que le contexte est difficile, la bourse s'est écroulée, mais vous savez, on a tous envie d'acheter des actions au sommet de la bulle tech, on a tous envie de les vendre au fond du trou d'une récession. Il faut essayer de résister à ça. Et donc c'est pas le pire moment pour acheter des actions. Philippe Lecoq. Oui, je suis d'accord, mais alors il y a un leitmotiv à respecter absolument, c'est qu'il faut aller sur de la visibilité. Ça, on le maintient, parce que ce qu'on vit aujourd'hui, ça va pas durer 6 mois, ça va durer beaucoup plus longtemps. Donc les thématiques du dividende, du rendement, encore une fois, et puis peut-être des situations spéciales, hein, c'est-à-dire des entreprises qui se transforment, qui font des changements de périmètre et qui réussissent à se décorréler un petit peu des marchés actions au quotidien, qui ont leur propre histoire et qui peuvent bien se comporter, même dans des périodes comme celles qu'on a vécues pendant l'été. Je vais vous poser une question un peu provocatrice. Est-ce que ça veut dire qu'il faut investir dans des sociétés qui ne sont pas dans les indices pour éviter les mouvements moutonniers qui sont liés aux indices? Oui, mais alors avec un critère aussi à respecter, c'est la liquidité. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui va être discriminant. Donc si vous éloignez trop des indices, faites attention quand même à ne pas descendre trop bas en taille de capitalisation boursière, surtout que la raréfaction du crédit va toucher avant tout les petites et moyennes entreprises. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les grandes entreprises, les grandes capitalisations boursières sont décotées en grande partie parce qu'elles sont dans les indices et qu'elles servent
je dirais, d'objets de couverture via les futurs. On dit souvent que les performances du passé ne présagent pas les performances futures. En étant un peu provocateur, j'aurais envie de dire si, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que c'est souvent après une décennie glorieuse que l'on doit constater un éclatement parfois de bulles ou de déception. Nous avons malheureusement une décennie extrêmement décevante sur les actions. C'est très certainement un meilleur moment pour rentrer qu'il y a 10 ans. Et par ailleurs, je crois qu'il faut tous qu'on ait à l'esprit que c'est bien la perspective de gain qui doit nous gouverner, pas la fiscalité. Donc quand bien même on nous prendrait une taxe à 0,1%, j'ose espérer que cela n'influera pas trop sur les investisseurs, car l'histoire a montré que c'est bien l'économie qui gouverne les rentabilités et pas la fiscalité. Je vais vous poser une question provocatrice. Quand on dit que la bourse on faisait ce matin avec les lecteurs la présentation d'une stratégie d'investissement pour 2012, et on expliquait que l'an dernier on était venu ici, on avait donné 10 valeurs, et qu'en les équipondérant, on affichait une performance qui était en progression de 11%, alors que le CAC 40 était en recul de 12% en coupon investi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la perception des marchés actions qui est lié à la composition des indices et au CAC? On nous parle d'un CAC à 6900 au plus haut, mais à cette époque-là, le CAC était bourré de France Télécom alors qu'il n'y avait pas de papier sur le marché. Et est-ce qu'il n'y a pas un problème d'indicateur qui fait qu'aujourd'hui la perception de la bourse, elle est finalement pas bonne pour les actionnaires individuels, avec tous les jours le CAC. Est-ce que le CAC est vraiment le reflet de la performance du marché? Vous dites autrement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le CAC est le réceptacle des succès passés. Et quelque part, souvent pour faire une meilleure performance, il faut se pencher sur les succès futurs, donc regarder un peu en dehors du CAC, un peu en dehors de France. Et c'est ainsi qu'effectivement, à l'image de l'exemple que vous mentionnez, on peut dégager une rentabilité sensiblement supérieure à celle relevée dans le CAC 40. Éric Lecoz. Oui, moi je crois que ce que l'on observe depuis maintenant quelques temps, c'est que les crises se rapprochent. Et que finalement on n'a pas beaucoup de temps pour prendre des vacances entre deux crises. Et par conséquent, je pense qu'il faut privilégier les véhicules qui savent s'adapter à cet environnement changeant, qui savent saisir des opportunités, mais aussi tenter de tenir la route et tenir le cap quand ça va mal. Oui, je rebondis juste sur votre propos. Quand on regarde les indices américains, chaque fois qu'on a une nouvelle crise, l'indice il a rattrapé son plus haut précédent. Ce qui n'est pas le cas en France. Chaque fois qu'on a une nouvelle crise, on n'a pas rattrapé son plus haut. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que trois choses. D'une part, là-bas, ils ont un seul gouvernement, ils ont une banque centrale et ils ont une monnaie. Nous, on n'a aucun des trois. Donc on est forcément un peu plus handicapés. Donc ça rejoint d'ailleurs, ça me permet de souligner que pour s'en sortir un peu mieux en zone euro, il me semble qu'il est nécessaire, quand je ne sais pas, mais il est nécessaire que l'on passe par un euro plus faible. Parce que ça permettra d'apporter de la croissance à travers le solde extérieur d'un certain nombre de pays, notamment, je ne parle pas des Allemands qui sont déjà compétitifs, mais d'autres pays qui sont loin d'être compétitifs. Donc ça me paraît important. Et du coup, en termes d'investissement, eh bien pourquoi ne pas aller profiter de monnaies qui s'apprécieront face à l'euro? Christian. Je vais redire ce qui a déjà été dit. Je crois qu'effectivement, c'est une période difficile, très hésitante, donc il faut des fonds flexibles. Il ne faut pas être sorti du marché, mais il faut être flexible, être capable de s'adapter à cet environnement. Deuxièmement, en ce qui concerne les actions, même en les sous-pondérant, je privilégierais d'abord la solidité du bilan et la capacité d'autofinancement d'entreprise. Je suis persuadé, nous pensons que nous avons devant nous des difficultés en matière de financement, donc il vaut mieux investir dans des entreprises qui peuvent se passer plus ou moins, je dirais, de sources de financement extérieur. Et troisièmement, je l'ai déjà dit, nous pensons que dans le domaine des valeurs à revenu fixe, il y a encore dans le domaine du crédit et dans le domaine du crédit, mais géré de manière extrêmement diversifiée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas choisir simplement un ou deux papiers, je dirais, tranquillement chez soi. Je pense qu'il faut des fonds très diversifiés et très largement gérés. Il y a des rendements qui doivent être capables de traverser ce qui ne sera pour nous qu'une récession, je dirais, temporaire, cyclique, 2 ou 3 trimestres, ça peut être très long, certains jours, mais ça n'est pas long par rapport à l'horizon de gestion d'un investisseur. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir le cercle des experts Boursorama, Marc Menot, Mandarin Gestion, Philippe Leclerc, Edmond Marchand, Asset Management, Romain Boucher-Mundi, Éric Lecoz, Terminal Gestion et Christian Rameau, AXA IM. J'appelle tout de suite le directeur du Forum de l'investissement pour le dernier élément, et c'est tombé purement par hasard, mais vous allez voir que finalement les choses ne sont pas si mal faites que ça. Je vous demande d'applaudir M. Romain Cohen.
entendu une remarque d'Éric Lecoz qui disait que les crises se rapprochent. Comme je suis un optimiste de nature, j'ai entendu que les reprises se rapprochent par la même occasion, ce qui fait toujours plaisir. Je voulais donc remercier Jean-François Filiatre, qui est directeur de la rédaction du beau journal Mieux vivre votre argent, pour ce magnifique débat qu'il nous a offert, et puis également Boursorama et Mme Inès Mercereau, qui est ici présente. Et maintenant, nous allons passer à quelque chose de peut-être plus créatif et plus original, qui est la remise du prix de l'innovation du Forum d'investissement. Pour ceux qui sont des habitués de notre manifestation, vous devez savoir que chaque année, nous glorifions une société qui a fait preuve d'imagination, et l'imagination et la créativité sont des qualités assez rares dans le monde de la finance. Donc c'est d'autant plus méritoire pour les sociétés qui ont fait preuve d'innovation de pouvoir avoir fait preuve d'innovation et de créativité. Ce prix, nous le remettons chaque année, et nous le remettons, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, puisque nous le créons et nous l'inventons avec un jury de journalistes très compétents et de rédacteurs en chef de la presse économique et financière. Cette année, nous avions Catherine Brault de Mieux vivre votre argent, Laurent Saillard du journal Le Revenu, Daniel Guinaud du Figaro, Marie-Christine Sonquin du journal Investir, Dominique de Noronha d'Investissement Conseil, Pascal Bess-Boumard de la Tribune, Aurélien Ferron du Particulier, Karine Skesbina de Gestion de Fortune et David Victorov de Valeurs Actuelles. Donc excusez-moi du peu, ce sont tous d'excellents journalistes qui se sont battus pendant le déjeuner du jury, pendant 1 heure, pour pouvoir vous décerner parmi les différents dossiers qui leur étaient présentés, ceux qui méritaient d'accéder à ce merveilleux titre du prix d'innovation 2011. Les sociétés qui ont présenté des dossiers que nous avions sélectionnés cette année, d'une part CP Hors Devise, qui a créé ce qui s'appelle le lingotin, ce qui permet effectivement à ceux qui veulent investir dans l'or, cette valeur refuge mythique, de pouvoir acquérir des lingots de moindre taille. Horizon pour Horizon Banque et Patrimoine, MG Production pour le produit EMX, Boursorama Banque pour le service Money Center, Cortal Consorce pour l'accompagnement puissance 4, le groupe Isimo pour le site meilleurimmobilierneuf.fr et les caisses d'épargne de France qui avaient présenté le produit les certificats d'économie d'énergie. Donc vraiment des secteurs de produits et de services extrêmement différents les uns par rapport aux autres. Alors je ne vais pas vous laisser attendre plus longtemps. Et donc, je vais vous indiquer le prix de l'innovation 2011 du Forum de l'investissement cette année est décerné à Boursorama Banque pour son service Money Center. C'est un hasard, le hasard fait bien les choses, parce que c'est à l'issue de la conférence Boursorama que nous remettons ce prix. Le service, il s'agit d'un service gratuit et automatisé de gestion des finances personnelles, mais je voudrais appeler à mes côtés Benoît Grisoni, qui est juste là. Voilà. Donc Benoît, je vais vous demander, alors déjà je vais vous remettre quelque chose de très prestigieux. Bravo. Et je vais vous demander peut-être de nous dire quelques mots sur l'innovation et l'inventivité, la spécificité de ce service Money Center. Deux mots. D'abord, un grand merci au jury et puis au Forum de l'investissement pour ce prix, dont nous sommes vraiment extrêmement fiers. L'innovation pour nous, Boursorama Banque, c'est quelque chose de fondamental puisque quelque part la différenciation dans les services se fait aujourd'hui clairement sur la faculté que nous pouvons avoir à proposer des services justement différenciants. L'ensemble de nos activités sont extrêmement concurrentielles et donc il faut que nous puissions nous démarquer. Et l'outil Money Center est un outil pour lequel nous avons travaillé pendant plus de 2 ans et demi, qui permet à nos clients de pouvoir accéder à l'ensemble de leurs comptes bancaires, y compris ceux qui ne sont pas chez nous, pour avoir une vision budgétaire et de leur patrimoine qui soit consolidée en un seul endroit. Puisque avant de prendre des bonnes décisions d'investissement, si on revient à des choses très terre à terre, il faut savoir à peu près quels sont l'état de ses finances. Et donc voilà, donc c'est une vision qui est à la fois en architecture ouverte. Je rappelle juste que tous les experts que nous avons vus, Boursorama les propose à la fois sur son site et puis dans la banque, puisque nous ne sommes pas sectaires. On permet à nos clients de pouvoir accéder à tous les produits financiers qu'ils souhaitent. Et donc ils ont accès aux plus performants. Et le Money Center, finalement, c'est la même logique. C'est de proposer à nos clients d'accéder à l'ensemble de leurs comptes et de leurs opérations
et de leur patrimoine au sein du même outil. Donc on espère que cet outil, qui aujourd'hui est utilisé par environ 50 000 clients chez nous, va pouvoir se propager et puis se répandre au fur et à mesure du temps. Petite question, si je peux me permettre, Roland. Vos concurrents vous ont ouvert leur accès sans difficulté? Alors sans difficulté, on ne leur a pas demandé leur avis. On le fait, en fait, c'est le client qui, une fois qu'il est connecté dans son espace sécurisé, peut décider d'intégrer ces opérations soit manuellement, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème puisqu'il télécharge une opération, soit automatiquement, et dans ce cas-là, on va nous-mêmes se connecter à travers évidemment un processus extrêmement sécurisé, et on va rapatrier un certain nombre d'informations, sachant que cet outil n'est pas transactionnel. C'est un outil informatif dans lequel vous avez vos informations, et ensuite, il y a des catégorisations pour votre budget, il y a tout un tas d'informations qui vous permettent tout simplement de savoir où vont vos dépenses, où vont vos revenus et quels sont surtout les bons placements que vous devriez faire. Je demande d'applaudir notre amis, Boursorama, pour ce prix de l'innovation 2011. Et donc je vous donne rendez-vous demain pour la deuxième journée du Forum de l'investissement, où vous attendent une trentaine de conférences, de débats, d'ateliers, de podiums, ainsi qu'une centaine d'exposants qui sont là pour répondre à toutes vos questions en matière de placement et d'épargne. Merci d'être venus.